Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 31. Après 5 mois passés au pays de Cocagne, Pinocchio, à sa grande surprise, se voit pousser des oreilles d'âne. Il devient un vrai bourricot, avec la queue et tout le reste. Enfin, la charrette arriva. Elle ne faisait aucun bruit car ses roues étaient enrobées d'étoupes et de chiffons. 12 paires d'ânons composaient l'attelage. Ils avaient tous la même taille, mais leur pelage était de couleurs différentes. Quelques-uns de ces petits ânes étaient tout gris, d'autres blancs. D'autres encore avaient viré au poivre et sel. Certains avaient des grandes rayures jaunes et bleues. Mais le plus singulier était qu'au lieu d'être ferrés comme le sont habituellement les bêtes de trait ou de somme, ils étaient tous chaussés de bottes de cuir blanc. Et le cocher ? Imaginez un petit bonhomme plus large que haut, mou et onctueux comme une motte de beurre, au visage comme une pomme de rose, avec une petite bouche toujours rieuse et une voix douce et caressante, comme celle d'un chat cherchant à s'attirer les bonnes grâces de la maîtresse de maison. Dès qu'ils le voyaient, tous les enfants étaient séduits et se mettaient à courir pour monter dans sa charrette, qui devait les emmener dans ce pays de cocagne que les cartes de géographie désignaient sous le nom de pays des jouets. La charrette était déjà occupée par de jeunes enfants, entre 8 et 12 ans, entassés les uns contre les autres comme des anchois dans la saumure. Serrés comme ils étaient, ils pouvaient à peine respirer, mais aucun d'eux ne se plaignait. Ils se consolaient en pensant que bientôt, ils arriveraient dans un endroit sans livre, ni école, ni maître. Cela les rendait si contents et si patients qu'ils en oubliaient les désagréments et la fatigue du voyage, ainsi que la faim, la soif et l'envie de dormir. La charrette arrêtée, le petit homme se tourna vers la mèche, et après 1000 minauderies, lui demanda tout sourire. « Dis-moi, bel enfant, tu veux aller, toi aussi, au pays du bonheur ?»« Sûr que je veux y aller, » répondit le garçon. « Le problème, mon chéri, c'est qu'il n'y a plus de place. Comme tu vois, la charrette est pleine. »« Aucune importance, puisqu'il n'y a plus de place dedans, je vais m'installer sur les brancards. » La mèche prit son élan et s'assit à califourchon sur la pièce de bois. « Et toi, mon joli ?» demanda le cocher, en se penchant cérémonieux vers Pinocchio. « Que souhaites-tu faire? Venir avec nous ou rester ici ?»« Moi, je reste, » décida la marionnette. « Je veux rentrer chez moi pour étudier et réussir à l'école comme font tous les enfants sages. »« Alors, bonne chance !»« Pinocchio, écoute, » intervint la mèche. « Viens avec nous, cela nous fera plaisir. »« Non, non et non. »« Viens, cela nous fera plaisir, » lui crièrent d'autres enfants. « Viens avec nous, » hurlèrent tous ensemble les occupants de la charrette. « Mais si je viens avec vous, qu'est-ce que je vais dire à ma bonne fée ?» interrogea la marionnette qui commençait à faiblir et à tergiverser. « Ne te tracasse donc pas comme cela. Pense plutôt que nous allons dans un pays où l'on peut faire tout ce que l'on veut du matin au soir. » Nulle réponse de la part de Pinocchio, mais un premier soupir, puis un autre et encore un autre, et au bout du compte, « D'accord, faites-moi un peu de place, je pars avec vous. »« C'est complet, » fit remarquer le cocher. « Mais comme tu es le bienvenu, je te cède volontiers mon siège. »« Mais vous ? » ?»« Moi, j'irai à pied. »« Non, ne vous dérangez pas, je vais grimper sur le dos de l'un de ces ânes. » Sitôt dit, sitôt fait. Choisissant l'une de ces deux bêtes de tête, Pinocchio s'apprêtait à la monter, quand l'animal, sans prévenir, lui donna un grand coup de museau dans l'estomac, l'envoyant valdinguer, les 4 fers en l'air. Vous imaginez l'énorme éclat de rire et les colibés des enfants entassés dans la charrette qui avaient tout vu. Seul le petit homme ne rit pas. Affectant la plus grande tendresse, il s'approcha de l'âne rebelle et fit semblant de l'embrasser. En réalité, il lui mordit l'oreille droite et lui en arracha la moitié. Au même moment, Pinocchio se relevait furieux et sautait d'un bond sur le dos du pauvre animal. Le saut avait été si beau que les enfants cessèrent de rire et se mirent à crier « Vive Pinocchio !» et à applaudir à tout rompre. Mais sans crier gare, l'âne rua de ses 2 pattes arrière et éjecta la marionnette qui se retrouva sur un tas de gravier au milieu de la route. De nouveau les rires fusèrent. Seul le cocher resta imperturbable, tout en manifestant la même tendresse pour l'indiscipliné, en allant lui couper net la moitié de l'autre oreille. Ceci fait, il se tourna vers Pinocchio. « N'aie pas peur et remonte. Cette bête avait en tête des idées malsaines. Mais je lui ai glissé 2 mots à l'oreille.
Maintenant, elle restera tranquille et sera raisonnable. La marionnette regrimpa donc sur le dos du petit âne, et la charrette démarra. Or, pendant que l'attelage galopait sur la grande route, pierreuse, Pinocchio crut entendre une voix étouffée, à peine intelligible, qui lui disait « Pauvre idiot, tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, mais tu le regretteras. » Apeurée, la marionnette regarda autour d'elle, pour savoir qui avait bien pu parler ainsi. Elle ne vit personne. Les ânons trottaient, la charrette roulait, et les enfants dormaient. La mèche ronflait comme un loir, et le cocher chantonnait sur son siège. La nuit, tout le monde dort, moi je ne dors jamais. 500 mètres plus loin, Pinocchio entendit encore la même voix sourde. Tiens-toi le pourdi, petit imbécile. Les enfants qui arrêtent de travailler, qui se moquent des livres, de l'école et des maîtres, qui ne pensent qu'à jouer et à s'amuser, finissent toujours dans le malheur. Je le sais par expérience. Je peux donc te l'affirmer. Viendra le jour où tu pleureras toi aussi comme je pleure moi aussi. Mais ce sera trop tard. Plus effrayé que jamais par ces murmures, Pinocchio quitta la croupe de sa monture pour aller s'agripper à son cou. Et là, quel ne fut pas son étonnement quand il se rendit compte que le petit âne pleurait, et qu'il pleurait comme un enfant. « Eh oh, monsieur le petit bonhomme !» cria alors Pinocchio au charretier. « Vous savez quoi ? Eh bien cet âne pleure. »« Laisse-le pleurer, il rira le jour de ses noces. »« Peut-être lui avez-vous aussi appris à parler ?»« Non, il a appris tout seul à balbutier quelques mots, car il a vécu 3 ans avec des chiens savants. » Pauvre bête. « Allez, allez, on ne va pas perdre notre temps à regarder pleurer un âne. Remets-toi d'aplomb, que l'on puisse repartir. La nuit est fraîche et la route est longue. » La marionnette obéit, sans ajouter un mot, et la charrette reprit sa course. Le lendemain, au lever du jour, ils arrivèrent sans encombre au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre. Il n'y avait que des enfants. Les plus vieux avaient 14 ans, les plus jeunes à peine 8. Dans les rues, ce n'était que de bonne humeur, tapage et cris à vous crever le tympan. Des bandes de gamins partout, jouant aux osselets, à la marelle, au ballon, faisant du vélo ou du cheval de bois, ayant organisé une partie de colin-maillard ou se courant après. Certains chantaient, d'autres faisaient des sauts périlleux ou s'amusaient à marcher sur les mains. Un général, au casque fabriqué avec du feuillage, passait en revue un escadron en papier mâché. On riait, on hurlait, on s'appelait, on battait des mains, on sifflait, on imitait le chant de la poule venant de pondre un œuf. Le boucan était tel qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur chaque place, il y avait un spectacle, sous tente, qui attirait tout au long de la journée une foule d'enfants, et sur les murs des maisons on pouvait lire, tracés au charbon, de jolies choses comme « Vive les jouets » ES au lieu de jouer ETS. « On ne veut plus de colle » au lieu de « On ne veut plus d'école » à bas l'arithmétique au lieu de à bas l'arithmétique, et d'autres perles de ce genre. Pinocchio, la mèche et tous les enfants qui étaient dans la charrette du petit homme se fondirent dans cette cohue dès qu'ils furent dans la ville, et ils n'eurent aucun mal, comme on peut le deviner, à devenir les amis de tout le monde. Impossible d'être plus heureux qu'eux. Jeux et divertissements ne cessaient jamais. Les heures, les jours et les semaines filaient à toute vitesse. « Quelle belle vie !» s'exclamait Pinocchio à chaque fois qu'il croisait la mèche. « Tu vois que j'avais raison ?» répliqua l'autre, « et dire que tu ne voulais pas venir. Quand tu t'étais mis dans la tête de retourner chez la fée et de perdre ton temps à étudier, si aujourd'hui tu ne t'ennuies plus avec les livres et l'école, c'est bien grâce à moi et à mes conseils, d'accord ? Seuls les vrais amis savent rendre de tels services. C'est vrai, si je suis enfin content, c'est à toi que je le dois. Quand je pense à ce que je me disais le maître en parlant de toi, tu sais ce qu'il me disait ? Il me disait toujours « Ne fréquente pas ce fripon de la mèche, c'est un mauvais compagnon qui ne peut que t'attirer sur la mauvaise pente. » Pauvre maître, soupira la mèche, je sais qu'il ne m'avait pas à la bonne et qu'il n'arrêtait pas de me calomnier. Mais je suis généreux et je lui pardonne. Quel bon cœur tu as, conclut Pinocchio, en étreignant affectueusement son ami et en l'embrassant sur le front. 5 mois passèrent, ainsi, à s'amuser jour après jour, sans jamais voir ni livre ni école. Puis un matin, en se réveillant, Pinocchio eut une forte désagréable surprise qui le mit hors de lui. Les aventures de Pinocchio,
par Carlo Collodi. Chapitre 32. Ses oreilles ayant poussé, Pinocchio se met à braire comme un vrai petit âne. Quelle fut cette mauvaise surprise? Je vais vous le dire, mes chers petits lecteurs. En se réveillant, Pinocchio se gratta la tête. Et c'est là qu'il découvrit que... Vous avez deviné, n'est-ce pas? Il découvrit à son grand étonnement que ses oreilles avaient poussé au moins de la longueur d'une main. Vous vous rappelez que la marionnette avait toujours eu des oreilles si petites qu'on ne pouvait même pas les voir à l'œil nu. Imaginez donc la surprise de Pinocchio quand il se rendit compte que celle-ci s'était tellement allongée pendant la nuit qu'elle ressemblait maintenant à 2 écouvillons. Il chercha immédiatement un miroir pour se regarder. N'en trouvant pas, il remplit d'eau une cuvette pour la toilette et se mirant dedans, vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir, c'est-à-dire sa propre image agrémentée d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse imaginer la souffrance, la honte et le désespoir du pauvre Pinocchio. Il commençait par pleurer, gémir et se cogner la tête contre le mur, mais plus son désespoir grandissait, plus ses oreilles s'allongeaient et se recouvraient de poils. Alertée par ses cris aigus, une jolie petite marmotte qui habitait l'étage au-dessus entra dans la pièce. Voyant la grande agitation de la marionnette, elle lui demanda avec empressement: « Que se passe-t-il, cher voisin ? » ?»« Je suis malade, petite marmotte, très malade, et malade d'une maladie qui me fait peur. Tu sais prendre le pouls ? » ?»« Un peu. Alors dis-moi si j'ai de la fièvre. » La marmotte prit le pouls de la marionnette, avec l'une de ses pattes de devant, et lui dit en soupirant: « Hélas, mon pauvre ami, j'ai une mauvaise nouvelle à te donner. C'est-à-dire, tu as une méchante et forte fièvre. » « Mais de quelle sorte de fièvre s'agit-il ? » ?»« Tu as une fièvre de cheval, ou plutôt d'âne. »« Je ne comprends rien à ce que tu dis, » répliqua la marionnette, qui avait trop bien compris. « Je vais donc t'expliquer. Dans 2 ou 3 heures, tu ne seras pas plus une marionnette qu'un petit garçon. » « Et que serai-je ? » ?»« D'ici 2 heures, ou 3, tu deviendras un bourricot, un vrai, comme ceux qui tirent les carrioles ou portent choux et salades au marché. »« Oh, pauvre de moi, hurla Pinocchio en saisissant ses oreilles à pleines mains, tirant dessus et essayant de les arracher rageusement comme si ce n'étaient pas les siennes. « Mon ami, intervint la marmotte pour le calmer, que cherches-tu donc à faire ? Tu n'y peux rien, c'est le destin. Il est prouvé, scientifiquement, que tous les enfants paresseux qui rejettent les livres, l'école et les maîtres, qui passent leur journée à jouer et à se divertir, deviennent tôt ou tard des petits ânes. »« C'est prouvé ? » questionna la marionnette en sanglotant. « Hélas, oui. Et désormais, les pleurs sont inutiles. Il fallait y penser plus tôt. »« Mais ce n'est pas de ma faute, crois-moi, petite marmotte. C'est à cause de la mèche. »« La mèche, qui est-ce ? » ?»« Un copain d'école. Moi, je voulais rentrer à la maison. Je voulais être obéissant. Je voulais étudier et me distinguer. Mais la mèche m'a dit: « Pourquoi t'embêter à travailler ? Pourquoi aller en classe ? Viens plutôt avec nous au pays des jouets. Là-bas, on n'étudie pas. On s'amuse du matin au soir. Et on est toujours joyeux. » Pourquoi avoir suivi les conseils de ce faux ami, de ce mauvais compagnon ? Pourquoi ? Parce que, petite marmotte, je suis une marionnette sans cervelle et sans cœur. Si au moins j'avais eu un peu de cœur, je n'aurais pas abandonné ma bonne fée, qui m'aimait comme son propre enfant et qui a tant fait pour moi. À cette heure, je ne serai plus une marionnette, mais un vrai petit garçon, comme tous les autres. Oh, si jamais je rencontre la mèche, gare à lui, je lui dirai ces 4 vérités. Il fut sur le point de sortir, mais arrivé sur le pas de la porte, il se rappela qu'il avait des oreilles d'âne. Il avait honte de se montrer ainsi en public. Mais que faire ? Il finit par prendre un bonnet de coton qu'il mit sur sa tête et enfonça jusqu'au nez. Ensuite, il partit à la recherche de la mèche, décidé à le retrouver n'importe où. Il le chercha dans les rues, sur les places, dans les petits théâtres, mais il ne le trouva nulle part. Il eut beau demander à tous ceux qu'il croisait, personne ne l'avait vu. Alors il se rendit chez lui et frappa à sa porte. « Qui est-ce ? demanda la mèche qui était là. »
C'est moi, répondit la marionnette. Attends une minute, je vais t'ouvrir. Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvrit, et Pinocchio n'en revint pas. Son ami la mèche avait, lui aussi, un grand bonnet de coton qui lui descendait jusqu'au nez. À la vue de cet accoutrement, la marionnette se sentit presque consolée et se dit « N'aurait-il pas attrapé la même maladie que moi ? N'aurait-il pas lui aussi la fièvre des ânes ?» Faisant semblant de n'avoir rien remarqué, il lui demanda en souriant « Comment vas-tu, mon cher Lamèche ?»« Aussi bien qu'une souris dans une meule de gruyère. »« Tu es sûr ? Pourquoi donc te mentirais-je ? Excuse-moi, mais dans ce cas, pourquoi portes-tu ce bonnet qui te couvre les oreilles ? Ordonnance du médecin, parce que je me suis fait mal au genou. Et toi, ma vieille, pourquoi as-tu aussi un bonnet de coton qui te descend jusqu'au nez ? Ordonnance du médecin, parce que j'ai une écorchure au pied. Pauvre Pinocchio, pauvre la mèche. Un long silence s'ensuivit, durant lequel les deux amis ne firent rien d'autre que de s'observer avec un sourire moqueur. Pinocchio fut le premier à reprendre le dialogue. « Pardonne ma curiosité, mon cher Lamèche, mais as-tu jamais souffert des oreilles ? » ?»« Jamais, toi ? » ?»« Jamais. Pourtant, depuis ce matin, j'ai une oreille qui me fait mal. »« Moi, c'est pareil. »« Ah, toi aussi ? Et quelle oreille te fait mal, Lamèche ? » ?»« Les deux, Pinocchio. Et toi ? » ?»« Les deux. Ne s'agirait-il pas de la même maladie ? » ?»« J'ai bien peur que oui. » « Veux-tu me faire plaisir, Lamèche ? » ?»« Volontiers, Pinocchio. Alors fais-moi voir tes oreilles. » »« Pas de problème, mais j'aimerais d'abord voir les tiennes, mon cher Pinocchio. »« Non, non, toi en premier. »« Mais non, cher ami, après toi. »« Bon, dans ce cas, je propose un arrangement, dit la marionnette. »« Voyons l'arrangement. Enlevant nos bonnets en même temps, d'accord ? » ?»« D'accord. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, les deux garçons arrachèrent leurs coiffes et les jetèrent en l'air. La scène qui suivit paraît incroyable. Pourtant, elle est vraie. Découvrant qu'ils étaient l'un et l'autre atteints de la même maladie, Pinocchio et la mèche, au lieu d'être mortifiés et de prendre un air désolé, se mirent à débiter 1000 grosses plaisanteries à propos de leurs longues oreilles et éclatèrent de rire. Longtemps ils se tordirent de rire, mais la mèche se tut tout à coup, changea de couleur, chancela et implora. « Au secours, Pinocchio, aide-moi !»« Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne peux plus tenir sur mes jambes. »« Mais moi non plus !» cria Pinocchio, titubant à son tour et fondant en larmes. Leurs jambes plièrent et ils se retrouvèrent par terre à marcher sur les mains et sur les genoux. Et alors qu'ils faisaient ainsi le tour de la pièce, leurs bras se transformèrent en pattes, leurs visages s'allongèrent pour devenir museaux, et leurs dos se couvrirent d'un pelage gris, clair tacheté de noir. Pourtant, savez-vous quel moment fut le plus dur pour ces deux malheureux ? Le moment le plus dur, le plus humiliant pour eux, ce fut quand ils sentirent leur pousser une queue. Vaincus par la honte et la douleur, ils tentèrent alors, face à la cruauté de leur destin, de se plaindre et de gémir. Ils n'y parvinrent pas. Plaintes et gémissements ne furent que des braiements d'âne. Tous deux ne purent émettre que de bruyants « i-an, i-an, i-an ». Et c'est juste à ce moment-là que l'on frappa à la porte et qu'une voix ordonna « Ouvrez, je suis le petit homme, le charretier qui vous a amené ici. Ouvrez immédiatement, sinon gare à vous. » Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 33. Devenu un vrai âne, Pinocchio est vendu au directeur d'un cirque, qui lui apprend à danser et à sauter dans des cercles. Un soir de représentation, il s'estropie et il est revendu pour sa peau. Voyant que la porte restait fermée, le petit homme l'ouvrit d'un grand coup de pied. Il entra dans la pièce et s'adressa à Pinocchio et la mèche en arborant son habituel petit sourire. « Bravo les enfants, vos braiements étaient parfaits, et je vous ai tout de suite reconnus. C'est même pour cela que je suis ici. » Les deux ânons prirent un air penaud, la tête et les oreilles baissées, la queue entre les jambes. Le charretier commença par les flatter et les palper, puis il se mit à les étriller vigoureusement. Une fois étrillés,
les bourricots brillaient comme des miroirs. Il leur passa alors un licou et les conduisit sur la place du marché, avec l'espoir de les vendre et d'en tirer un bon prix. Les acheteurs, de fait, ne se firent pas attendre. La mèche fut acquise par un paysan qui avait perdu son âne la veille, et Pinocchio acheté par le directeur d'un cirque, pour le dresser à sauter et à danser avec les autres animaux de sa compagnie. Et maintenant, vous avez compris, mes chers petits lecteurs, quel beau métier faisait l'homme à la charrette. Cet avorton, ce monstre à la mine si avenante, sillonnait de temps en temps le pays, et, chemin faisant, embobinait avec ses minauderies et ses promesses tous les enfants paresseux qui n'aimaient ni les livres ni l'école. Il les faisait montrer dans sa carriole et les conduisait au pays des jouets. Là, ils passaient leur journée à s'amuser. Mais bientôt, ces pauvres enfants naïfs, à force de jouer tout le temps et de n'étudier jamais, devenaient des ânes que, tout content, le petit homme allait vendre au marché ou sur les foires. C'est ainsi qu'en peu d'années, il accumula tant d'argent qu'il était devenu millionnaire. Ce qu'il advint de la mèche, je n'en sais rien. En revanche, je sais que Pinocchio dut endurer, dès les premiers jours, une vie très dure et particulièrement exténuante. Après l'avoir conduit à l'écurie, son nouveau maître remplit son râtelier de paille. Pinocchio y goûta, puis la recracha. Tout en maugréant, le directeur du cirque y mit du foin, mais le foin ne plut pas non plus à Pinocchio. « Ah bon, le foin non plus ne te plaît pas ?» cria l'homme énervé. « Alors écoute, à chaque fois qu'il te viendra la fantaisie de faire des caprices, attends-toi, mon beau, à ce que je te les ôte de la cervelle. » Et pour le punir, il lui cingla les pattes avec son fouet. Ce qui fit pleurer et braire Pinocchio, qui hoqueta. « Hi-han, la paille, je ne peux pas la digérer. »« Alors mange le foin, » répliqua son maître, qui comprenait très bien la langue des ânes. « Hi-han, le foin me donne des maux d'estomac. »« Tu prétends donc qu'à un baudet comme toi, je devrais donner du blanc de poulet et du chapon en gelée ?» ajouta l'homme de plus en plus en colère, et le fouettant de nouveau. Cette fois Pinocchio, devenu prudent, préféra se taire. La porte de l'écurie refermée, Pinocchio resta seul, et comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, il se mit à bâiller. En bâillant, il ouvrit une bouche grande comme un four. Finalement, ne trouvant rien d'autre dans sa mangeoire, il se résigna à mastiquer un peu de foin. Puis, après l'avoir bien malaxé, il ferma les yeux et l'avala. « Ce foin n'est pas vraiment mauvais, se dit-il, mais j'aurais quand même mieux fait de continuer à étudier. À cette heure-ci, au lieu de foin, j'aurais pu manger un morceau de pain frais avec une bonne tranche de salami. Dommage. » Le lendemain matin, à son réveil, il chercha tout de suite le foin dans le râtelier. Mais il n'y en avait plus, car il avait tout mangé dans la nuit. Il se consola en prenant une bouchée de paille broyée, mais tout en la mastiquant, il fut bien obligé de reconnaître que cette paille n'avait la saveur ni d'un risotto à la milanaise, ni de macaroni à la napolitaine. « Dommage, répéta-t-il tout en mastiquant, qu'au moins mes malheurs servent de leçon à tous les enfants désobéissants qui ne veulent pas aller à l'école. Mais c'est dommage, bien dommage. »« Tu te plains ? Attends un peu, hurla le directeur qui venait d'entrer dans l'écurie. Car tu crois peut-être que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger ? Je t'ai acheté moi pour que tu travailles et que tu me fasses gagner beaucoup de sous. Allez, debout, tu vas venir avec moi sur la piste et je vais t'apprendre à sauter dans des cerceaux, à danser la valse et la polka, debout sur tes pattes arrière. » Effectivement, le pauvre Pinocchio dut apprendre de gré ou de force toutes ces belles choses. Mais il lui fallut 3 mois et beaucoup de coups de fouet qui lui arrachaient la peau pour y arriver. Un jour, son maître put enfin annoncer un spectacle tout à fait extraordinaire. Sur les affiches placardées à tous les coins de rue, on pouvait lire « Ce soir, grand spectacle de gala, des sauts et des exercices surprenants, avec tous les artistes les chevaux de la compagnie. Et pour la première fois, le fameux petit âne Pinocchio, dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé. » Comme de bien entendu, ce fameux soir, le théâtre était bondé, bien avant que le spectacle ne commence. Plus aucune place n'était à vendre, même à prix d'or.
Sur les gradins s'entassaient des nuées d'enfants de tout âge, très excités à l'idée de voir danser le fameux âne Pinocchio. À la fin de la première partie, le directeur de la compagnie, veste noire, pantalon blanc et bottes de cuir jusqu'aux genoux, se présenta, s'inclina profondément devant la foule des spectateurs et entama avec solennité ce discours fleuve. Honorable public, gentilhomme et belle dame, votre humble serviteur de passage dans cette illustre cité a le plaisir, mais aussi la fierté, de présenter à son éminent public un célèbre petit âne qui a déjà eu l'honneur de danser devant Sa Majesté l'Empereur de toutes les principales cours d'Europe. Je vous remercie de votre participation et de votre indulgence. Rires et applaudissements suivirent cette introduction, mais les applaudissements redoublèrent et déferlèrent comme un coup de tonnerre quand Pinocchio entra sur la piste. Il était paré comme s'il allait à une fête. Il arborait une bride neuve en cuir qui reluisait et qui était chargée de boucles et de clous en cuivre. 2 camélias blancs ornaient ses oreilles, sa crinière tressée était parsemée de petits nœuds argentés et des rubans de velours amarante et bleu ciel enveloppaient sa queue. C'était en somme un amour de petit âne. Le directeur continua son discours. « Vénérable public, je vous ne cacherai pas les grandes difficultés que j'ai éprouvées pour comprendre et maîtriser ce mammifère, alors qu'il paissait librement de montagne en montagne dans les plaines torrides du sud. Observez, je vous prie, la sauvagerie de son regard, et vous comprendrez que tous les moyens habituels pour en faire un quadrupède domestique ayant échoué, j'ai dû souvent recourir à l'aimable dialogue du fouet. Mettant en pratique la méthode de Gall, j'ai découvert qu'il avait dans son crâne le cartilage de Carthage, que la faculté de médecine de Paris elle-même désigne comme le bulbe régénérateur des cheveux et celui de la danse pyrrhique, la danse guerrière des anciens Grecs. C'est pourquoi je l'ai non seulement dressé à sauter dans les cerceaux, mais aussi à danser. Admirez et appréciez. Mais avant de prendre congé, je vous invite, messieurs, dames, à venir au spectacle. Diurne de demain soir, dans l'hypothèse où la pluie menacerait la représentation de demain soir, alors reportée à demain matin, à 11h de l'après-midi. Après une nouvelle profonde révérence, le directeur se tourna vers Pinocchio. « Courage, Pinocchio, mais avant les exercices, il vous faut saluer ce respectable public. » Pinocchio, obéissant, se mit à genoux sur ses pattes avant et resta ainsi jusqu'au moment où, faisant claquer son fouet, le directeur ordonna « Au pas !» L'ânon se releva et commença à tourner au pas autour de la piste. Puis le directeur commanda « Au trot !» et Pinocchio passa au trot. Au galop, Pinocchio galopa, à toute allure. Et alors que l'ânon filait comme un cheval arabe, le dompteur leva un bras en l'air et tira un coup de pistolet. L'âne, faisant semblant d'être blessé, s'effondra au milieu de la piste et fit le mort. Une fois relevé, des hurlements et des applaudissements assourdissants emplirent le cirque. Pinocchio leva la tête vers le public et il vit dans une loge une belle jeune femme qui portait à son cou un collier en or au bout duquel pendait un médaillon. On distinguait dans ce médaillon le portrait de la marionnette. « Mais c'est mon portrait! Cette dame est la fée !» s'étonna Pinocchio en reconnaissant la jeune femme. Alors sa joie lui faisait oublier toute prudence. On distinguait dans ce médaillon le portrait de la marionnette. « Mais c'est mon portrait! Cette dame est la fée !» s'étonna Pinocchio en reconnaissant la jeune femme. Alors sa joie lui faisant oublier toute prudence, il voulut crier « Ma fée, ma bonne petite fée !» Mais rien ne sortit de sa gorge que des braiments sonores et prolongés qui firent éclater de rire tous les spectateurs et surtout les enfants. Le directeur, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas bien élevé de braire au nez du public, lui appliqua un bon coup sur le museau avec le manche de son fouet. Le pauvre petit âne, tirant une langue longue comme le bras, se lécha le museau pendant plusieurs minutes, afin de calmer la douleur. Mais son plus profond désespoir fut quand, regardant de nouveau le public, il ne vit plus personne dans la loge. La fée avait disparu. Il crut qu'il allait mourir. Ses yeux se remplirent de larmes et il se mit à sangloter. Personne ne s'en rendit compte, et encore moins le directeur du cirque, qui fit claquer son fouet et cria « Allez, Pinocchio, maintenant, fais voir à ces messieurs-dames avec quelle élégance tu sais sauter dans les cercles. »
Pinocchio fit plusieurs tentatives, mais à chaque fois qu'il se présentait devant le cerceau, au lieu de le traverser, il passait dessous. Prenant une nouvelle fois son élan, il faillit réussir, mais ses pattes arrière restèrent accrochées au cerceau, et il s'affala de tout son long sur la piste. Quand il se releva, il boitait, et il eut le plus grand mal à rejoindre l'écurie. « Pinocchio, reviens! On veut le petit âne! Pinocchio, Pinocchio !» hurlaient les enfants apitoyés par ce qu'ils venaient de voir. Mais le petit âne ne revint pas. Le lendemain matin, le vétérinaire, c'est-à-dire le médecin des animaux, déclara qu'il resterait estropié toute sa vie. Alors, le directeur du cirque appela son garçon d'écurie. « Que veux-tu que je fasse d'un baudet boiteux ? Ce serait le nourrir à perte. Emmène-le donc au marché et revends-le. » Arrivés sur la place du marché, ils trouvèrent tout de suite un acheteur. « Combien, cet âne boiteux ? 20 livres. Je t'en donne 20 centimes. Ne crois pas que je vais m'en servir. Je l'achète uniquement pour sa peau. Je vois qu'il a la peau particulièrement dure, et j'en ai besoin pour fabriquer un tambour pour l'orchestre de mon village. » Je vous laisse imaginer, mes enfants, les sentiments du pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il allait devenir un tambour. Après avoir versé les 20 centimes, l'acheteur conduisit l'ânon jusqu'à un rocher qui surplombait la mer, lui suspendit une grosse pierre au cou, attacha une corde à l'une de ses pattes tout en gardant l'autre bout à la main, et lui donna une forte bourrade qui le projeta dans l'eau. Avec ce poids autour du cou, Pinocchio coula tout au fond de la mer, tandis que l'acheteur, tenant toujours l'autre extrémité de la corde, alla s'asseoir sur le rocher en attendant que l'âne ait tout le temps de se noyer pour qu'il puisse ensuite récupérer sa peau.